Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est un voyage au fil de l'eau auquel nous vous invitons aujourd'hui. Sur le canal du Midi, depuis sa source jusqu'à son embouchure dans la Méditerranée. Le long de ces berges, nous partirons à la découverte du Lauragais. Vous serez initiés à la douceur de vivre de cette région. C'est la nature qui nous guide. Exactement. C'est une autre façon de voyager, on est dans un autre temps. Le canal dévoilera d'autres richesses en s'approchant de Carcassonne. La cité médiévale vous envoûtera tout autant que l'abbaye millénaire de Fontfroide. C'est magnifique. Hein. Puis, les paysages de campagne laisseront place aux petits villages de pêcheurs. Autour de Narbonne, entre traditions ancestrales et haute technologie, nous rencontrerons les amoureux de ce territoire. C'est la première fois que je mangerai des huîtres connectées avec une marée artificielle. On passe à la dégustation quand tu veux. Notre voyage au fil de l'eau commence dans la région de Toulouse, là où le canal du Midi prend sa source. Au cœur de paysages vallonnés, le canal traverse des cultures de céréales, ponctuées de petits villages typiques du Lauragais. C'est pour la quiétude de la campagne et le dynamisme de Toulouse que Sandrine Julien-Rouquier a quitté Paris pour s'installer dans la région. Ça va faire 10 ans que je suis dans cette belle région et j'ai vraiment à cœur de continuer d'apprendre, de découvrir ce territoire qui est tellement riche, ce patrimoine et d'aller à la rencontre des gens. Cette richesse, ce côté cosmopolite, c'est ce qui fait sa force et en même temps, on garde cette douceur de vivre fidèle au sud. L'un des moyens de profiter de ce calme si typique du Sud, c'est de naviguer sur le canal du Midi, construit sous le règne de Louis XIV pour relier la Garonne à la Méditerranée. Sandrine nous embarque sur la péniche Surcouf, une institution sur ce cours d'eau. Et pour sa première navigation sur le canal, elle est à la barre avec l'aide du capitaine Bernard Olivares. Il faut le sentir, le bateau, dans les mains. On lâche tout, on lâche tout. On relâche. Et à gauche. Allez, 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 plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Encore un peu. Là, stop, on le tient, on attend, on lâche. Tac, je retiens pas. Voilà. Le moindre mouvement, il faut le contrarier. Dès qu'il s'en va un petit peu d'un côté, il faut donner un petit coup de barre à l'opposé. Ça marche. Et comme ça, il arrive à marcher tout droit. Faut un sacré coup de main, Bernard, quand même. C'est un sacré coup d'œil, surtout. Après, avec de l'habitude, ça va tout seul. Et dis-moi, Bernard, toi, tu as toujours fait ça, depuis tout petit? Oui, exactement. C'était le métier de mes parents. Mes parents étaient bateliers. Donc moi, j'ai grandi sur la péniche de mes parents. Et fatalement, j'ai attrapé le virus. Véritable prouesse architecturale, le canal du Midi révolutionne le transport fluvial et la circulation des marchandises dans le Midi de la France. Au total,
ce sont plus de 63 écluses du XVIIe siècle qui épousent le dénivelé du terrain et rythment les croisières des plaisanciers. C'est ma première balade en péniche et j'ai cru comprendre que celle-ci était en plus très particulière. Tout à fait, oui, elle a une histoire, cette péniche-là, car c'est une des dernières péniches typiques du canal du Midi, péniche de transport de marchandises, aujourd'hui transformée pour la promenade, qui reste encore en activité, en navigation. Donc cette péniche, c'est un vrai morceau de l'histoire du canal. Absolument, voilà, on est encore heureux de la faire naviguer aujourd'hui, vraiment. Le transport de marchandises a perduré jusque dans les années 1980. Le gabarit des péniches était adapté au transport des céréales, du sel et au passage des écluses. Donc là, je vais devoir reprendre les commandes parce qu'on arrive à l'écluse pour effectuer la manœuvre. Et donc, par contre, je te conseille d'aller à l'avant avec Marc Pour voir de toutes façon les à manœuvres. assister au remplissage de l'écluse, qui est toujours très impressionnant. Ça marche. Allez, Marc, je te suis. Merci, à tout à l'heure. Ici, sur la double écluse d'Encassan, c'est toute l'ingéniosité du créateur du canal, Pierre-Paul Riquet, qui se révèle. Pour résister à la pression de l'eau, à une époque où le béton armé n'existe pas encore, l'architecte a l'idée de construire les écluses en forme ovale, une construction typique de ce cours d'eau. C'est cet ingénieux patrimoine que les vacanciers viennent encore aujourd'hui admirer. Passage obligé, comme des ponctuations dans une nature verdoyante. On navigue en pleine nature à un rythme qui nous est imposé par la vitesse du bateau, par le passage des écluses. On prend le temps par rapport à nos vies si tumultueuses et agitées. Là, on sent que voilà, c'est la nature qui nous guide, qui gère le temps. Exactement. C'est une autre façon de voyager. On est dans un autre temps. Voilà. Tout va lentement sur le canal. Si l'on vient aujourd'hui profiter de sa douceur de vivre, la région a pourtant connu une histoire bien mouvementée dont il reste des traces. À l'époque des croisades contre les Cathares au XIIIe siècle, les forteresses surplombaient les champs de bataille. En plein cœur de la campagne audoise, le château de Belleflou est l'un des derniers symboles de l'architecture défensive occitane du Moyen-Âge. Si l'on peut encore contempler ce château, c'est grâce à la passion d'un homme, Pierre Elgue, son propriétaire. Donc ici, Pierre, on est dans une architecture typique du Lauragais. On peut le dire, oui. C'est très intéressant dans le Lauragais. Il y a beaucoup de petits châteaux qui ont disparu, mais certains sont restés. Et celui-ci est intéressant parce que c'est peut-être le plus ancien encore en bon état et dont la particularité est d'être défendu par un fossé en eau. Et ça lui donne un certain charme, hein, même s'il est habitué aujourd'hui par des canards plutôt que par des ennemis. C'est fantastique. Pendant 21 ans, sans relâche, Pierre Elgue a restauré ce joyau d'architecture avec l'aide d'une centaine d'artisans pour redonner à Belleflou son lustre d'autrefois. À son arrivée en 1995, alors que le château était à l'abandon, le passionné de vieilles pierres s'est attaqué à un chantier titanesque. Dans la cuisine, les plafonds de planches et les poutres du XVe siècle s'étaient affaissés. Pierre Elgue choisit alors de garder les matériaux d'origine et le charme d'antan. Ce qui est étonnant quand on voit la taille du château, c'est qu'on est dans une cuisine vraisemblablement à taille humaine en fait. C'est vrai, c'est une petite cuisine, mais elle ressemble beaucoup aux cuisines des fermes locales. Et je dois dire qu'ici, c'était à l'origine une espèce de petite forteresse sur la route Albifoix, qui servait de gendarmerie. Et donc la cuisine, c'était nécessaire, mais ce n'était pas une cuisine pour une maison avec de grandes réceptions, etc. C'était qu'une petite garnison qui habitait ici. Et c'est ici, quand je reçois des gens en hiver, c'est ici qu'on s'installe pour la convivialité, parce que c'est un des rares endroits à peu près tempérés de la maison. Une magnifique cheminée. À l'époque, elle avait cette double fonctionnalité, à la fois de réchauffer cette pièce et pour la cuisine, j'imagine. Exactement.
Il y avait encore le système de crémaillère que vous voyez là, qui permet d'avoir toujours au chaud du cassoulet. Ici, c'est le pays du cassoulet. Vous pouvez le laisser mariner toute la journée et c'est prêt le soir. Moi, j'aime beaucoup cette présence, donc ça marche tout le temps, en principe, encore aujourd'hui. À chaque étage, Pierre a toujours plaisir à partager avec les visiteurs de passage l'histoire de la renaissance de sa forteresse féodale. Ici, c'est une pièce qui a retrouvé un peu son usage d'origine, c'est-à-dire que c'était à la fois une pièce où on pouvait festoyer et aussi où on pouvait travailler. Et quand je suis arrivé, c'était tout différent, ça avait été transformé en une salle de billard, avec salle fumoir, avec des tentures, tout était très foncé, et qu'on a remise un peu dans son jus. L'idée était d'être au plus près de ce qui a existé avant. Le problème toujours dans ces situations, c'est quelle époque choisir, parce qu'il y a eu beaucoup d'époques en 1000 ans, et donc pourquoi choisir le 14e plutôt que le 19e. Ces œils de bœuf, ce sont des ouvertures du XIIIe siècle, et on les a gardés, donc c'était plutôt dans cet esprit qu'il fallait. D'accord, vous avez du coup reconfiguré toute cette pièce pour être raccord avec la œil de bœuf. Avec des petits rappels pour s'amuser en terre cuite, là, que j'ai trouvé aux environs de Toulouse. J'ai l'impression qu'on arrive dans l'endroit à la fois le plus secret, le plus élevé du château. C'est vrai que c'est un passage confidentiel qui nous amène au sommet de la tour d'escalier. Et là, c'est le point le plus haut de l'édifice, un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est le seul endroit où il y a une vue circulaire à couper le souffle. En tout cas, un grand bravo, Pierre, pour cette restauration qui permet au patrimoine de continuer à vivre et à nous d'en profiter. C'est plus un plaisir qu'un mérite parce que c'est un bonheur de travailler sur un chantier comme ça pendant des années. Si le château de Belleflou a traversé les siècles et les guerres, un autre patrimoine, culinaire cette fois, a perduré dans la région, le cassoulet. Durant la guerre de 100 ans, c'est le plat qui a nourri les habitants menacés par la famine. Sandrine avait envie de découvrir l'ancêtre de cette recette historique. Dans son restaurant de Saint-Martin-le-Vieil, Philippe Baudin, compagnon du Tour de France, remet au goût du jour ce plat longtemps boudé, le cassoulet à base de fèves, la févolade. On a quelques fèves à éplucher. Allez, c'est parti. Donc on va d'abord les éplucher, enfin les écosser, puis après on va les peler. Ok, donc la févolade, c'est l'ancêtre du cassoulet. Tout à fait. Alors févolade, car avant que les haricots arrivent en Europe, au XVIIe siècle, même au XVIe siècle, eh bien, les paysans cuisinaient un ragoût avec du confit de canard et des fèves fraîches. C'est le cassoulet de printemps. Donc c'est plus léger que le cassoulet avec des haricots secs, les haricots lingots de Castelnaudary. Super. Pour une bonne févolade, il suffit de blanchir les fèves, pré-cuire le canard, le jarret de porc et les saucisses de Toulouse, évidemment. Puis préparer un bouillon d'aromates qui donnera tout le goût du sud à cette recette typique de la région. J'en ai l'eau à la bouche déjà. La fin de la cuisson se fera au four, dans un plat spécial, une cassole. On va déjà commencer par mettre une couche de fèves. D'accord. Tu vas faire un millefeuille entre les Voilà, viandes et les... tout à fait. Le jarret de porc. D'accord. Donc on dispose en étoile. Donc on met des morceaux assez copieux puisqu'on est quand même sur un plat qui est un plat généreux, convivial, un plat familial. C'est le plat du dimanche familial. Donc on met dedans quand même ce qu'il faut. Oui, parce qu'effectivement, si ça tu me dis que c'est pour 6 personnes, ça va être très très copieux. Voilà. Alors généralement on mange une petite entrée avant. D'accord. Ce plat, Ok. un beau plateau de fromage et un gros gâteau après. Et après on fait l'assiette. Voilà. Deuxième couche de fèves. Juste quelques-unes comme ça. Les saucisses viennent en dernier. Ok. On va arroser avec le bouillon, avec le jus. Ouais, ça sent très très bon.
Ça, c'est du pain ancien, c'est du pain que nous, on fabrique. C'est mixé avec un petit peu d'huile d'olive, c'est tout. Ça va dorer. Et puis, il va y avoir une saveur supplémentaire en sachant que le produit apporte le goût, le cuisinier apporte la saveur. C'est bien dit, Philippe. 45 minutes au four et c'est l'heure de se régaler. Donc, Sandrine, tu n'avais jamais dégusté ce plat. C'est une vraie découverte Eh bien, écoute, bon appétit. et une recette à refaire en famille. C'est délicieux. Merci, Sandrine. Non, c'est certain que c'est important de faire perdurer la tradition et de faire revivre ces plats qui sont quelque part méconnus. Tout à fait, oui. C'est important de travailler avec son territoire. Sur ce territoire de tradition culinaire si cher à Sandrine, à Toulouse, certains ont décidé d'innover, non pas dans les plats, mais dans le service des convives. Je vise, c'est parti. Bravo. C'est le cas de François Delarosière, génial inventeur des temps modernes, qui révolutionne les objets du quotidien. Et je vais te servir, voilà, alors en positionnant bien la bouteille, C'est parfait. voilà. Mais on va voir que la créativité de François ne s'arrête pas là. Dans ce hall d'exposition, d'autres créations aussi insolites les unes que les autres attendent de prendre vie dans des spectacles de rue. Dis-moi François, j'ai besoin de comprendre d'où te vient toute cette inspiration à mi-chemin entre Jules Verne et Léonard de Vinci quant à la création de toutes ces machines. Pour fabriquer les machines, je m'inspire essentiellement du vivant, de la nature. La nature végétale, animale, minérale. Ensuite, je crée chaque objet, chaque machine en fonction d'un projet. D'une histoire Ouais, d'une histoire spécifique. liée au lieu. Et liée au lieu. Moi, je travaille essentiellement dans l'espace public, en fait, qui appartient à tout le monde, mais souvent qui a des dimensions assez hors normes, avec des bâtiments, des arbres, des réverbères, voilà, etc. Et donc la rue est un terrain de jeu et un grand théâtre. En 2018, les Toulousains ont pu s'émerveiller de ces machines colossales circulant dans les rues de la ville. 3 jours spectaculaires, lors desquels petits et grands sont venus s'émerveiller devant les fantastiques automates évoquant la mythologie. Toulouse est un écrin incroyable pour faire un spectacle. Il y a eu plus de 900 000 personnes dans la rue et c'était vraiment un moment merveilleux avec les Toulousains, quoi. J'avais quand même aussi dans l'idée de créer un opéra urbain, parce que Toulouse, c'est quand même la ville du théâtre du Capitole, avec cet opéra. En fait, c'est un peu le fer de lance de la culture toulousaine. Tout à fait. Et j'ai trouvé que le Minotaure, en fait, avec le labyrinthe, correspondait bien à l'identité toulousaine. Et puis, il y a ce centre-ville qui est vraiment un vrai labyrinthe, quoi. Dans la mythologie grecque, le Minotaure était enfermé dans un labyrinthe, car issu d'une union illégitime. C'est la pièce maîtresse de la halle de la machine, avec ses 47 tonnes. Il y a 2 niveaux pour 50 personnes, avec un manipulateur qui contrôle ici les effets. D'accord. Le Minotaure va cracher, etc. Et puis là, on remarque des tatouages. Sa peau est gravée de signes, d'écriture cunéiforme, signes hiéroglyphes. Et là, c'est un labyrinthe gravé sur son dos avec doré à la feuille d'or. Voilà. D'accord. Ouais. Ça, c'est en bois. Voilà, ça c'est en bois et ces pièces de bois sont tenues par ces espèces de cônes en chaîne qui sont enfoncés en force. Fait qu'on peut enlever ces cônes et puis opérer à l'intérieur pour s'il y a un petit problème respiratoire ou cardiaque. Des vétérinaires du Minotaure. On va monter à l'étage au-dessus. Du haut de ses 14 mètres, le Minotaure reprend vie chaque week-end. Il déambule devant la halle, sur l'ancienne piste de décollage qui a vu s'envoler dans les années 1920 les plus grands aviateurs de l'aéropostale, comme Antoine de Saint-Exupéry.
J'ai le sentiment, François, qu'avec ton Minotaure qui transporte ces Toulousains sur cette même piste des pionniers de l'aéropostale, tu poursuis ce chemin vers l'imaginaire, vers le tout est possible de l'époque. Ouais, un voyage qui va durer 1 heure, mais qui va nous emmener assez loin, quoi. C'est vraiment emmener un petit peu de rêve dans la ville en construction, quoi. Notre périple se poursuit le long des berges du canal du Midi, dans la région de Carcassonne. Ce territoire tout en poésie, entre vignes et collines, est une véritable invitation à la découverte. Christelle Luquez est une Carcassonnaise d'adoption. Elle organise des balades dédiées à la gastronomie locale, tout en partageant les merveilles de son terroir. On a la chance d'avoir des paysages magnifiques, très variés, et j'en fais profiter nos visiteurs. Quand par exemple on fait le tour du vignoble, on parcourt le canal du Midi à vélo, où on peut voir différents paysages. Ça va des cyprès jusqu'aux vignes. On a même les parfums de miel très sucrés quand on roule le long du canal du Midi. Christelle a choisi de commencer son périple dans le berceau de son enfance, la cité médiévale de Carcassonne. Riche d'un passé de 2500 ans, la ville est un livre ouvert sur l'histoire de France. Christelle a donné rendez-vous à Sarah Segui, férue de l'histoire de Carcassonne. Elle se retrouve au Pont Vieux, qui enjambe l'Aude. Construit au XIVe siècle, il a marqué l'histoire de la ville. Tu vois, Christelle, c'était vraiment l'unique pont qui reliait la ville haute à la ville basse. Et c'était vraiment les lieux incontournables où tous les traités de paix pendant les guerres de religion au XVIe siècle ont été signés. Précisément ici, au niveau de cette croix, il y avait une porte de pierre qui délimitait la ville haute de la ville basse. Ce pont fut le seul accès possible vers la cité jusqu'au XIXe siècle. Carcassonne fut tour à tour ville fortifiée, ville frontière et cité royale avant d'être abandonnée. C'est l'architecte Viollet-le-Duc qui a entièrement restauré la ville au XIXe siècle et lui a redonné son aspect médiéval. Elle reste aujourd'hui la plus grande forteresse d'Europe. Au cœur de la cité, la basilique fut le premier édifice à être restauré. Alors Christelle, je sais que la basilique Saint-Nazaire, tu connais très bien. Oui, c'est vrai. Mais moi, tu sais, depuis que je suis arrivée à Carcassonne, j'étais séduite par ces lieux. Et ce que j'adore, c'est être à la recherche des pépites. Et là, je vais te montrer un petit trésor caché que j'adore montrer aux Carcassonnais. Écoute, j'ai vraiment hâte de découvrir ta petite pépite. Ben, allons-y. Allons-y. Dans la basilique du XIe siècle, les styles roman et gothique se marient parfaitement. Tu vois, Christelle, moi, ce que j'aime ici dans cette basilique consacrée à Saint-Nazaire et Cels, ce sont les vitraux. Ils sont de toute beauté et puis ils sont très anciens, 13e, 14e siècle. Là, on a vraiment l'histoire de la vie de Jésus-Christ et puis les rosaces, elles sont vraiment incroyables. Oui. Tu vois, Christelle, je sais que ces beaux vitraux, tu les connais. Mais moi, ce que je t'ai réservé, c'est les coulisses de la basilique et les coulisses de la restauration de Viollet-le-Duc. Je me sens privilégiée vraiment de découvrir ce lieu. Oui, en effet, il y a très peu de personnes qui viennent ici.
Alors, tu vois, Christelle, ici, nous sommes dans une chapelle du XIIIe siècle de l'infirmerie des chanoines, hein, qui était juste à côté de la basilique Saint-Nazaire. Et c'était une chapelle qui a été commandée par l'évêque Radulphe que nous voyons ici. D'accord. Au XIXe siècle, cet espace il était recouvert par de la terre. On ne voyait que la partie supérieure de l'évêque. Et c'est la personne qui était chargée des monuments historiques au XIXe siècle qui va faire cette découverte inattendue. Il va tout de suite prévenir les monuments historiques et c'est ça qui va déclencher le classement de l'édifice religieux et puis sa sauvegarde et donc la restauration qui a été menée par Viollet-le-Duc, l'architecte aussi de Notre-Dame. Finalement, ce lieu était enseveli et aujourd'hui, il est encore pas accessible à tout le monde. Mais oui, finalement, c'est toujours un des trésors cachés de Carcassonne. Oui. Laissons reposer en paix le tombeau de l'évêque Radulphe dans sa chapelle, loin de l'agitation du monde. Avec la même quiétude, Christelle continue son voyage au fil de l'eau. Tout au long du canal du Midi, les maisons qui bordent les berges logent encore quelques éclusiers, même si les sas ont été mécanisés puis automatisés dans les années 1990. Certains éclusiers en ont profité pour développer leur talent caché. C'est le cas de Joël Barthes, qui est devenu sculpteur à l'écluse de l'Aiguille. C'est vous l'éclusier ? C'était moi. Mais depuis un an, je suis à la retraite, mais je continue à habiter ici, puisque maintenant, les maisons d'éclusiers, le métier n'étant pas remplacé, sont louées. Donc avant, vous tourniez les manivelles et maintenant, je vois que vous faites des sculptures alors, dans des matériaux différents ? Oui, mais surtout au début, j'ai fait des sculptures en bois comme ça, assez brutes, avec une tronçonneuse et avec très peu d'outils. Et puis après, j'ai voulu essayer autre chose et je me suis mis à souder avec des matériaux de récupération que je vais trouver dans les vide-greniers ou chez les mécaniciens ou dans les poubelles, quoi. Ah oui, donc là par exemple, qu'est-ce que c'est à l'origine ? Ça c'est un extincteur, D'accord. un vieil extincteur. Ça c'est un cylindre de voiture. Et puis ça c'est des bouts de fer que j'ai trouvés. Enfin, c'est tout de la récup. Que de la récup, d'accord. C'est génial. Sur les deux rives de l'écluse, Joël expose ses créations et éveille l'imaginaire des touristes de passage. Et qu'est-ce qui vous a donné envie en fait de faire ça ? Je ne sais pas trop, mais en fait je l'analyse comme ça. À 20 ans, je voulais refaire le monde. À 30 ans, je me suis rendu compte que je ne referais pas le monde. Et vers les 40 ans, je me suis dit pourquoi ne pas refaire une petite partie du monde autour de chez moi. Et en fait, je pense avoir réussi. En tout cas, c'est magnifique hein, et puis ça donne vraiment une identité au lieu. Voilà. Dans les premiers contreforts des Corbières, en fond de vallée, se cache un autre repère d'artistes, plutôt inattendu. L'abbaye de Fontfroide. Ce trésor du Moyen-Âge accueille depuis le XXe siècle des créateurs venus s'inspirer de l'atmosphère de ces vieilles pierres et de la sérénité des jardins. Christelle retrouve Rogier Fackelday, le responsable du site. Et là, tu as devant toi la roseraie de l'abbaye. C'est magnifique. Et qui est une des plus grandes roseraies du sud de la France. D'accord. Donc combien de variétés de roses ? Il y a une quinzaine de variétés et il y a à peu près 2000 rosiers au total. Je suis vraiment contente de découvrir ce lieu. Et tu as remarqué que nous sommes derrière une église. Et au Moyen-Âge, derrière une église, tu as toujours le cimetière. Donc en fait, c'était ici le cimetière de Fontfroide. Et c'est ici que les moines se faisaient enterrer en toute simplicité. On les entourait d'un linceul, on les mettait en terre, on les recouvrait de terre, et c'était tout. Et c'est vrai que c'est un endroit qui donne une vue splendide sur l'arrière de l'église ici.
Tu as le massif de Fontfroide tout autour. On dirait un tableau. C'est au début du XXe siècle que les moines quittent Fontfroide. La famille Fayet rachète alors l'ensemble de l'abbaye, qui vit une grande renaissance. Loin de l'austérité cistercienne, le peintre Gustave Fayet et sa femme, Madeleine, décident alors de transformer Fontfroide avec les œuvres des plus grands noms de l'époque. Donc là, Christelle, je t'emmène visiter une pièce qui est tout à fait étonnante de l'abbaye et qui va vraiment marquer la transition entre l'histoire médiévale, religieuse et spirituelle et la vie artistique qui a démarré ici au début du XXe siècle avec l'arrivée de Gustave et de Madeleine Fayet et qui est toujours quand même très très importante de nos jours. D'accord, j'ai hâte. Et nous voici, Christelle, dans la bibliothèque décorée par Odilon Redon. C'est magnifique. Hein. Donc là, tu as en face de toi le jour, qui date de 1910, et de l'autre côté, derrière, c'est la nuit, et qui date de 1911, et qui est considéré un petit peu comme le testament d'Odilon Redon. C'est une des dernières toiles qu'il va peindre. Et en fait, il faut comprendre qu'à partir du moment où l'abbaye est rachetée par la famille Fayet, il y a vraiment cette volonté de transformer le site en une sorte de Villa Médicis. Et donc la famille Fayet, dans les années 1910-1920 environ, va accueillir ici un tas d'amis qui sont pour la plupart des artistes. C'est assez surprenant quand même de trouver une pièce réservée à l'art dans une abbaye. Et tu as vu tous les ouvrages ici autour de toi, des ouvrages quand même assez variés sur les arts en général, la musique notamment, ou la religion, mais toutes les religions, ils avaient un esprit quand même qui était très très ouvert. Les artistes d'aujourd'hui, comme les moines d'hier, viennent probablement puiser leur inspiration dans le cloître, resté intact depuis le XIIIe siècle. On sent vraiment qu'on rentre dans le cœur de l'abbaye. Hein. C'est tout à fait exact. C'est l'endroit le plus important pour les moines. C'est ici qu'ils passent une grande partie de leur temps, de leur vie. C'est l'endroit où ils viennent prier, méditer, en silence toujours, bien sûr. Et moi, c'est vraiment l'endroit que j'aime faire découvrir aux gens. C'est vrai que c'est un lieu de méditation, on le sent. Hein, ça se ah oui, même de nos jours. Mais c'est un lieu que les gens respectent énormément, même de nos jours. Quand on entre dans le cloître, voilà, il y a cet émerveillement devant les lieux, devant les arcatures du cloître. Et ça pousse à la méditation, à la contemplation. Notre exploration se poursuit vers les étendues sauvages de la région de Narbonne. C'est ici que le canal du Midi termine sa course lente vers la Méditerranée, au milieu de réserves naturelles et de paysages grandioses. C'est au cœur de Narbonne, sur une branche du canal du Midi, que Franck Mirou a choisi d'ouvrir un hébergement insolite. Après avoir voyagé en France et en Europe, il est revenu vivre dans son port d'attache. Narbonne, j'ai mes racines. Ici, entre la famille, les amis et surtout la douceur de vivre. Alors ce que je veux faire partager à mes voyageurs, à mes visiteurs d'une nuit ou de 2 nuits, c'est de se dire je suis en plein cœur de ville, je suis sur le canal, dans un lieu insolite, entre mer et montagne, et je suis au cœur de cette cité romaine, ville de Narbonne, qui est historique. J'avais envie de leur donner un point de départ sur d'autres routes. Pour redécouvrir ce territoire qu'il connaît depuis son enfance,
Franck a décidé de se rendre aux abords du village de Bages. Perché sur son rocher, il domine un paysage préservé entre terre et mer. Franck rejoint Pierre-Christophe Adrian, un amoureux de ce village. Je venais avec mon grand-père à l'époque. On venait pêcher donc en face de Bages. Et le soir, petit coucher de soleil, ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. Et aujourd'hui, j'y vais avec les copains, on se pose autour, on se fait des petites balades. Ça reste quand même un lieu de grand dépaysement. Ah, c'est magique, ça change tout le temps en plus. La couleur de l'étang n'est jamais la même en fonction du vent. Et là, tu as vu, on peut avoir des couleurs qui vont du noir au turquoise, en un coup de vent, avec un reflet de soleil. Tout change tout le temps. C'est un tableau. Ah, c'est un tableau. Construit au XIe siècle, Bages a su garder l'âme authentique d'un petit village de pêcheurs et de vignerons, où il fait bon flâner. L'architecture du village raconte aussi la mémoire de son passé. Un cadran solaire du XVIIe siècle, posé sur une porte médiévale, en est le témoin. On sent vraiment qu'il y a une âme au cœur de ce village. Ah oui, c'est vraiment la place de Bages, hein. C'est le cœur où l'été, on a des concerts, les restaurants, beaucoup d'animations. Puis en plus, c'est vraiment le cœur un peu historique, hein, puisque la porte du cadran solaire marque la partie la plus ancienne. On rentre dans les remparts, c'est l'une des deux portes finalement du village, avec le cadran solaire donc, offert par Louis XIII. Hein, oui, c'est ça. Quand il revenait d'Espagne avec ses armées, et Bages a accueilli des blessés, donc ça a été les remerciements. Tu vois, Franck, là on arrive sur la placette, c'est la petite place qui donne sur le Portanel. Et le Portanel, c'est l'autre entrée du village, l'entrée fortifiée en fait. Ça donne vraiment sur l'endroit d'où partent les pêcheurs. Et Fabien, que tu peux voir, hein, tu peux aller le voir de ma part, c'est un des derniers pêcheurs ici. Il pêche de manière à l'ancienne, avec les anguilles, les loups, ils ont des filets très particuliers. Super, mais écoute, merci beaucoup Pierre-Christophe et à bientôt. Merci pour cette visite, en tout cas. Au revoir. Petit-fils de pêcheur, Fabien a tout appris de son grand-père et vit aujourd'hui de sa pêche artisanale dans le petit port de l'étang de Bages. Donc ce spot, c'est ton coin de pêche? Ouais, c'est mon coin de pêche à l'année. À l'année, je suis tranquille ici, personne ne vient m'embêter. Et tous les filets sont à toi? Tous les filets que j'ai ici, c'est à moi, ouais. Ouais. Si Fabien a choisi de rester à Bages, c'est parce que l'étang est un véritable vivier, notamment à anguilles. Elles sont pourtant de grandes voyageuses. Quand elles s'apprêtent à pondre, les anguilles partent de France direction la mer des Sargasses, près des Bahamas. Puis, leurs larves parcourent, grâce au Gulf Stream, les 5000 km en sens inverse pour revenir dans les eaux saumâtres des étangs de Méditerranée. À leur arrivée, il leur faudra encore déjouer les filets de Fabien. Et donc du coup là, c'est la fin du piège? Voilà, c'est la fin du piège et on va relever, savoir s'il y a du poisson qui s'est pris au piège. Les poissons sont dirigés dans un filet constitué d'une succession d'entonnoirs de plus en plus étroits. Ah, je vois une anguille. Et là, tu rassembles il y en a quelques-uns encore. Encore quelques poissons. Arrivés au bout du filet, les poissons ne peuvent plus faire demi-tour. On vient, on ouvre le dernier piège et on récolte. D'accord. Et là, on peut tout verser dedans. Pour celle-là, c'est fini. Allez. Voilà, est-ce que la pêche est bonne? Ouais, pas grand-chose, hein, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ça commence à peser. Hein. Des pêcheurs comme toi, il n'en existe plus beaucoup. Il faut être passionné. Il faut être passionné, parce que c'est pas tous les jours comme ça où il fait beau. En général, nous, on pêche vraiment quand il y a des gros coups de vent. Quand l'eau remue, le poisson, il n'y voit plus rien. Parce que quand il fait beau temps, que l'eau est claire, le poisson, il le voit, le filet. Il voit. Il est très loin d'être bête, le poisson.
La pêche artisanale, qui respecte mieux la ressource de poissons, est aussi une façon de préserver l'anguille, une espèce protégée. Donc là, tu vas rejeter muge, saucannelle. Voilà, les petites saucannelles, les petits poissons que je ne vendrai pas et dont les tailles sont interdites. Elle est où la petite saucannelle? Elle est là. Voilà. Petite dorade royale. Elle est belle, hein? Et hop là. Hop. Et le restant, on va le trier, je le garde. Franck continue son voyage entre eau douce et eau salée, au sein d'un site naturel protégé par le Conservatoire du littoral. Autour d'un ancien corps de ferme de 1860, la flore et la faune s'épanouissent dans cet environnement admirable. Franck a rendez-vous ici, à la manade Tournebelle. Les animaux y vivent en semi-liberté dans les marais et les roselières du domaine. Un endroit hors du temps, dirigé par Simone, une figure locale. Et bienvenue Franck à la manade. Merci Simone. Alors, une manade, qu'est-ce que c'est? Ah, une manade, c'est un élevage de chevaux et de taureaux de race Camargue. Alors, de race camarguaise, mais on est dans l'Aude, à Tournebelle. Eh oui. Si tu vas te promener dans le domaine, tu retrouveras exactement la même chose qu'en Camargue. Tu as la même faune, la même flore. Tu as des hérons cendrés, des flamants roses, des pique-bœufs, tu sais, les petits animaux blancs là, qui se posent sur le derrière des chevaux ou des taureaux. Voilà. Et tu as aussi les mêmes moustiques, comme en Camargue. Ici, c'est les moustiques cathares. Tout à fait. C'est pas pareil. Voilà, tout à fait. Ils sont un peu plus gros, mais ils sont aussi méchants. Dans cette manade, tenue exclusivement par des femmes, les taureaux n'ont qu'à bien se tenir. En osmose avec leurs chevaux, ces Amazones des temps modernes ont aujourd'hui une mission: isoler une vache et son petit veau du troupeau pour pouvoir le marquer à l'oreille. Simone, l'origine du mot manade, en quelques mots? Le mot manade, enfin, l'origine du mot manade, ça vient il y a très très longtemps. Les gens n'allaient pas à l'école ni rien, donc, mais ils savaient quand même qu'ils avaient un certain nombre de doigts dans la main. Et dès qu'ils avaient un nombre de bêtes qui correspondait au nombre de doigts, ils avaient une mano. Et de mano, c'est devenu manade. À cette époque-là, quand on avait une mano de bêtes, c'est-à-dire qu'on avait 5 bêtes, ben, on était déjà un bon petit propriétaire. Maintenant, pour être un bon petit propriétaire, il faut beaucoup de doigts et beaucoup de manos. Il faut avoir plusieurs mains. Voilà, tout à fait. Les gardiennes du troupeau se positionnent en ligne avec leurs chevaux, qui font figure d'autorité face au troupeau. Simone, là, on va trier, c'est ça, les vaches, les veaux, et voilà. c'est tes Amazones, du coup, qui vont le faire. Voilà. Voilà, là tu vois, elles trient, donc elles ont montré la bête du doigt, donc ça permet à ses copines de savoir quelle est la bête qu'on va trier, et surtout tu vois la bête, comme elle fait, elle regarde le cavalier, donc il y a un face-à-face entre le cavalier et elle, et donc du coup, tu regardes bien les autres bêtes, elles vont s'écarter, tu vois, petit à petit elles s'écartent, et elle va se retrouver isolée. C'est un jeu entre le taureau et les chevaux. Voilà, c'est un jeu, exactement, tu as tout compris. Quand la bête, elle sait qu'elle va être triée, ben, c'est le chat et la souris entre le cheval et le taureau. C'est agréable de voir quand tout se passe bien. Ils s'amusent. Ils s'amusent. Donc du coup, maintenant, regarde comme ça part. Elles ont poussé la bête, et voilà, elle est isolée, et elle l'amène dans l'aile, là-bas, dans le clos, pour qu'on la ramène dans le taurine. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on va boucler le veau. C'est obligatoire. Tu vois, tous les autres sont bouclés, ils ont des boucles oranges. Donc normalement, c'est dans les 8 jours de la naissance. Mais là, nous, en Camargue, on a une dérogation. C'est dans les premiers mois, enfin le plus vite possible, mais dès que les veaux sont sur pied. Lorsque tu dis Camargue, on est dans l'Aude, mais par contre, c'est la méthode camarguaise de trier avec le veau, la vache, les chevaux. Tout à fait. Et c'est la tradition, et on a toujours fait ça comme ça. Tu regardes aussi que les filles, tu as vu, elles sont en costume traditionnel. Voilà, donc tu vois, moi je monte plus, mais si ça te dit, on te prête le cheval et tu peux y aller. Je te rassure, elles vont t'aider et puis elles vont pas te faire choisir. Donc là, tu me proposes de monter à cheval au milieu de ta manade. Et tu vas nous trier une vache avec eux. Avec mes Amazones. Vas-y, régale-toi. Avec tes Amazones. Allez, on y va.
Voilà. C'est un privilège pour Franck de chevaucher aux côtés des Amazones. Et c'est aussi la chance du débutant, car Franck arrive du premier coup à isoler le petit veau qui doit être bouclé. Donc là, il faut la suivre. Ok, on la suit. Après les efforts, le réconfort, autour d'un apéritif typique de la manade. Voilà, fais-toi plaisir. Au menu, chorizo et saucisson de taureau. Maman, goûte, tu vas voir ça. Et tu me dis ce que tu en penses. C'est divin. Tu fais un apéritif camarguais du tonnerre. Sous l'arbre, que demande le peuple? Ton activité, c'est pas simplement l'élevage de taureaux, c'est aussi de faire découvrir tes produits gastronomiques. Donc c'est-à-dire que tu accueilles des gens. Nous, notre but, c'est de faire découvrir un petit peu la manade, le travail de la manade et tout ce qu'on fait, donc le métier traditionnel avec les chevaux. Et tout ce qu'ils vont manger pendant cette journée-là vient à 80% de la manade. On est entouré de très très bons produits et donc je fais découvrir ça au travers de journées traditionnelles. Et donc ton savoir-faire, c'est aussi une transmission de patrimoine. Voilà. Le but de ces journées-là, c'est que les gens repartent d'ici en ayant plein les yeux, plein les oreilles et plein et surtout plein les papilles. Voilà. À quelques kilomètres de la manade, le canal du Midi termine sa course dans l'étang de Thau, au bord de la Méditerranée. Ici, ce ne sont plus les traditions ancestrales qui imprègnent le paysage, mais un décor futuriste. Franck retrouve Romain Tarbourièche, un ostréiculteur pas comme les autres. Romain va lui faire découvrir l'originalité de ses parcs à huîtres, entre eau douce et Méditerranée. Donc là, on va aller voir tes parcs d'élevage. On va aller voir plusieurs étapes différentes de notre méthode bien particulière de marée artificielle. De marée artificielle. De marée 2.0. Il me tarde de voir ça. Contrairement à l'Atlantique, la Méditerranée ne connaît pas le jeu des marées, nécessaire au développement de l'huître. La famille de Romain a eu l'incroyable idée de créer une marée automatisée et contrôlée à distance. Grâce à cette invention, les huîtres grandissent pendant 2 ans dans ces structures et tout commence ici, dans la nurserie. Donc là, Romain, je n'ai jamais vu ça. À l'intérieur de ces petites nasses, il y a quoi? Donc on va voir des bébés huîtres. Alors montre-moi, parce que alors ça... Ça, je vais te montrer. Voilà. Donc là, on est vraiment sur du naissin, hein, tout simplement. Donc on est déjà sur des huîtres qui sont avancées. Hein. Donc là, on a des nacelles dans l'eau, hors de l'eau. Explique-moi. C'est la 3e version de la structure d'élevage qui nous permet de recréer la marée. Donc elles sont équipées d'un panneau photovoltaïque, d'une éolienne derrière, comme tu peux le voir, et un parc de batteries qui vient emmagasiner l'énergie. Et on a des petits moteurs, 12 petits moteurs par table, par structure d'élevage comme celle-là, qui permettent de faire tourner les perches et donc de faire sortir les huîtres de l'eau. Hein, on le voit bien, la corde, ici. Quand le moteur tourne d'un côté, la corde s'enroule sur la perche donc, et tire les huîtres de l'eau. Et quand il tourne dans l'autre sens, elle les remet dans l'eau. Ça recrée une marée naturelle. Alors naturelle, pas vraiment naturelle. Une marée naturelle, c'est 6 heures la marée s'en va pendant 6 heures, elle revient. On s'est aperçu qu'en faisant des cycles qui étaient beaucoup plus longs que des cycles naturels de marée, on arrivait à avoir des caractéristiques organoleptiques, donc la qualité en taux de chair, taille de muscle, couleur de coquille, ondulation, forme de l'huître en fait, qui étaient complètement métamorphosées. Avec des marées de 48 heures au lieu de 6 heures, ces qualités sont visibles dès le naissin. Déjà la couleur extérieure de la coquille. C'est la première fois que je vois des petites huîtres déjà, parce que c'est une nurserie, donc j'avais jamais vu ça. Ouais, bien sûr. Et en plus, cette couleur très particulière. Voilà, elles sont blanches, rosées, violacées.
On dirait des coquillages du Pacifique. C'est la première fois que je mangerai des huîtres connectées avec Rose une aussi. marée artificielle. On passe à la dégustation quand tu veux. Bon, j'ai un aveu à te faire. Je Allez, suis un dis-moi. grand amateur d'huîtres. Hein? J'adore les huîtres. Ah, tu es un grand amateur d'huîtres. Ah Écoute, ouais. Donc je vais pouvoir enfin les manger. Avec sa coquille en forme de bénitier, c'est un plaisir pour les yeux autant que pour les papilles. Non, tiens, mais écoute, je te laisse la déguster. Voilà. Prête à la dégustation, merci. Donc là, pas besoin de citron, ni d'ail, ni de vinaigrette. Là, il vaut mieux pas. Là, rien. il vaut mieux pas. Nature. Nature. Tu peux pas me faire plus plaisir. Ben, je suis ravi. Elles sont délicieuses. Et le pied a un goût de noisette extraordinaire. Ben, tu mets le doigt vraiment là-dessus, puisque ce goût de noisette se retrouve que dans le muscle de l'huître. T'en as d'autres ou Oui. Ne Elles sont t'inquiète pas. fantastiques. Ah, merci. Non, enfin, en plus, avec cette vue extraordinaire, les tantôt, 7. Vue sur 7, on sait qu'on est très chanceux de travailler dans un cadre aussi idyllique que celui-là. Comme des traits d'union entre terre et mer, les paysages du canal du Midi séduiront par leur diversité les passionnés de nature et de patrimoine.